le Hamas a décidé de lancer un singe dans les roues. Voyant que l'Arabie Saoudite était sur le bord de faire une entente, ils se sont dit déclencher une guerre, littéralement, déclencher un conflit avec Israël parce qu'ils savaient que ça allait mettre ces négociations-là sur la glace. Parce que l'Arabie Saoudite, pour qui c'est déjà crissement touché, rien que de parler avec Israël, quand ils se mettent à bombarder à Gaza, là, le monde en Arabie Saoudite, c'est comme pas le temps de leur dire que tu es en train de... que tu viens de signer un deal avec Israël puis que c'est rendu nos amis. Les Saoudiens, qui aimaient tellement les Palestiniens, qui ont toujours financé beaucoup la cause palestinienne. Puis oui, il y avait un certain nombre de problèmes avec le Hamas. Eux autres, ils sont pas très forts sur le radicalisme religieux. Fait que le Hamas, ils trippent pas. Mais les Palestiniens, ils les aiment beaucoup. Mais ça, le Hamas, c'est quoi? C'est le groupe qui dirige la bande de Gaza. C'est un groupe, on pourrait dire en fait un groupe violent, un groupe armé. C'est un parti politique essentiellement, mais avec une faction armée qui est qualifiée de terroriste par un certain nombre de pays. Moi, je pourrais pas dire c'est des terroristes. Ils ont commis un acte terroriste le 7 octobre, certainement. Maintenant, then again, le terroriste de l'un est le combattant de la liberté de l'autre. Fait que beaucoup de gens me parleraient de Gaza et me diraient mais comment tu fais pour parler de terroristes quand c'est des gens qui sont sous oppression, etc., versus d'autres gens qui prennent la position israélienne, qui disaient comment tu peux parler de combattants de la liberté avec des gens qui violent des enfants, qui violent des femmes, qui tuent des enfants. Les deux positions sont irréconciliables. Fait que moi, ma job, ça fait longtemps que j'ai compris, gars, je me mêle pas de ça, je veux juste analyser la géopolitique de ça. Je vais vous dire là, tu vois que c'est ça, là. L'Arabie Saoudite, eux autres, ils l'aimaient bien. Mais ils voient que les Américains s'en vont. Puis les Américains, ils sortent du Moyen-Orient. Fait que là, ils ont été voir les Saoudiens, qui, en théorie, n'ont pas de relation avec Israël. Ils n'ont même pas le droit de parler à Israël. Ils n'ont même pas le droit d'avoir un téléphone. Ils n'ont pas d'ambassade. Ils n'ont pas rien. C'est comme c'est interdit de parler à Israël. Le monde débarque avec des fourches puis des pieux en avant du palais demain matin. On était rentrés en secret pour négocier avec Israël et les États-Unis en trio puis dire là, on sait que les Américains s'en vont puis qu'ils ne veulent plus rien savoir de nous défendre. Là. Clairement, on va être vulnérable en esti parce que notre armée ne se bat pas en dehors de l'air climatisé, parce qu'on est un pays archaïque, parce que la seule manière qu'on fait de l'argent, c'est en vendant du pétrole, puis les Américains ne le veulent plus, puis personne ne le veut, puis on est en train de faire une transition énergétique. Les Saoudiens voient tout ça, là. Writing is on the wall. Fait que là, on se dit, OK, on va normaliser nos relations avec Israël. Qu'est-ce que tu nous donneras en échange? En disant ça aux États-Unis. Puis là, les Américains, ils disent, attends un peu, si t'es prêt à être chum avec Israël, eux autres, les Américains, ils gagnent à tout. Elle dit, ça leur permet de sortir de la région, sans qu'Israël se fasse sauter à la gorge par l'Arabie Saoudite, qui est pas mal un des plus forts. Fait que là, tu te dis, un peu, on va te mettre l'Arabie Saoudite de ton bord, qui va comme prendre la place des États-Unis. Donc là, en secret, l'Arabie Saoudite négociait avec Israël dans cette période-là, fin septembre, début octobre, et on avait une entente à ça d'être entendu, où les Saoudiens avaient demandé, on avait appris par après, des F-35, des avions de chasse américains furtifs, des avions très avancés, qui leur aura donné une supériorité dans la région. Là. Avec ces avions-là, tu peux créer une voile à n'importe qui, essentiellement, parce que personne les a à part toi, ces F-35-là. Et c'est des avions furtifs avec une certaine capacité de furtivité, on s'entend, il n'y a pas vraiment d'avion réellement furtif, mais ça leur aurait permis de bombarder qui ils voulaient, fait que personne ne les aurait écœurés. Fait qu'ils auraient pris la place des Américains. On s'était dit, ils voulaient des F-35, ils voulaient un programme nucléaire civil. En réalité, c'est qu'on voulait des bombes nucléaires. Et on voulait une garantie de défense des États-Unis. Elle disait, regarde, on est prêts, là, notre ennemi juré, nous autres, là, l'Arabie Saoudite, là, puis on est avec le sauter. Mais si tu nous donnes une garantie de défense, tu viens nous défendre s'il y a quoi que ce soit, tu nous donnes des avions de chasse, puis tu nous donnes un programme nucléaire, on va se mettre chum avec Israël. Et ça, les Américains étaient comme, attends un peu, là. C'était comme faire 3 coups d'un ça. C'était brillant. C'était 2 pierres d'un coup. Puis eux autres font plein de cash avec la vente d'armement. Puis là, le principal appui de la Palestine puis du Hamas, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite. Qui sont comme en train de dire, nous autres, on est prêt à les lancer en dessous de l'autobus tant que tu nous donnes quelque chose en échange. À dire, on va arrêter de financer le Hamas qui fait la guerre à Israël parce qu'on va normaliser nos relations avec Israël. Israël, ça va être rendu un partenaire à la place de notre ennemi. C'était comme un shift incroyable, de proportions gigantesques dans la géopolitique de la région. L'Arabie Saoudite, depuis sa naissance, depuis la naissance de l'État d'Israël, tout le monde, les pays arabes de la région disaient non, Israël, sans aucune nuance,
à Israël et à tous ceux qui l'habitent et on doit éliminer ce pays-là, on doit l'enlever de la carte. C'était la politique étrangère officielle. Fait que là, quand t'arrives à dire non, on va être rendus alliés puis on va les défendre. C'était un switch. On entendait ça dans les murmures, que ça s'en venait. Puis là, les Saoudiens commençaient à en parler ouvertement en entrevue à Fox News, comme quoi, ouais, effectivement, t'es en négociation. Juste de dire ça, que t'as parlé avec un Juif en tant que Saoudien, c'est inadmissible. C'était quasiment... ça remettait l'autorité du roi en doute, là. L'autorité du prince héritier, Ben Salman. Fait que là, après ça, le Hamas, eux autres voient ça aller, ils sont comme, oups, c'est l'Arabie Saoudite qui nous finance tout. Fait que c'est là que ça arrête de déclencher. Tout, mais dans le sens, il appuie tellement la Palestine sur la cause internationale, il appuie indirectement le Hamas financièrement, parce qu'à un moment donné, quand tu fais des dons, puis que tu finances de l'aide humanitaire à Gaza, puis que tu essaies d'aider les gens de Gaza, chaque dollar que tu mets dans cette bande-là, ou par exemple, chaque dollar t'investis au Québec, t'aides le gouvernement du Québec, indirectement, même si tu y mets pas dans ses poches, tu comprends? Ouais. Fait que l'Arabie Saoudite était un des plus gros financiers de Gaza, de la Palestine, un des plus gros protecteurs aux Nations Unies, dans tous les organismes internationaux, dans toutes les tribunes internationales. L'Arabie Saoudite se levait pour défendre la cause palestinienne. Fait que là, le Hamas regarde ça et ils sont comme « Wait! » Ils entendent parler qu'Israël est en train de négocier avec l'Arabie Saoudite pour les acheter, essentiellement. Fait que là, c'est ça qui est arrivé le 7 octobre. Le Hamas a décidé de lancer un singe dans les roues. Voyant que l'Arabie Saoudite était sur le bord de faire une entente, ils se sont dit déclencher une guerre, littéralement, déclencher un conflit avec Israël parce qu'ils savaient que ça allait mettre ces négociations-là sur la glace. Parce que l'Arabie Saoudite, pour qui c'est déjà crissement touché, rien que de parler avec Israël, quand ils se mettent à bombarder à Gaza, là, le monde en Arabie Saoudite, c'est comme pas le temps de leur dire que t'es en train de... que tu viens de signer un deal avec Israël puis que c'est rendu nos amis. Écoute, le monde a des manifestations tous les jours à Riyad avec des drapeaux, on pleure les gens qui meurent en Palestine. Puis là, tu vas dire, hey, en passant, on est rendu qu'on prend pour Israël. La famille royale s'effondre demain matin. Là. Demain matin, là, c'est révolution. Là. Pareil comme la révolution iranienne, puis pareil comme... Le ça peuple prend, supporte plus. Là. C'est ça, le peuple ne supporte plus. Puis évidemment, t'es pas en adéquation avec notre position, nous autres. Nous autres, on prend pas pour Israël, on prend pour la Palestine. Fait que c'est ça qui est arrivé avec la Hamas. La Hamas... ils ont vu que ça sentait la merde. Puis ils se sont dit, OK, là, c'est le temps. Go, go, go. Mais alors, ça n'a pas d'allure. On n'est pas prêt. Stratégiquement, on n'a aucune chance. Il n'y a rien là-dedans qui va faire du sens. Ce qu'on a besoin, c'est juste de provoquer quelque chose. Il faut qu'on donne un coup de pied dans la canne pour éviter que ça tombe droite parce que là, ça s'en va pas dans la direction. C'est quoi qu'ils ont fait exactement? Qui ont lancé une opération à ce moment-là qui était essentiellement une provocation militaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y avait pas d'objectif stratégique. On n'a pas dit, tu sais, on va aller conquérir tel site, tel aéroport, telle centrale de production énergétique. Non, on est comme juste, on va en Israël, puis on en tue le plus possible. On en ramène autant que possible à Gaza, sous forme d'otages, pour négocier. Ah, OK, fait que c'est ça, les otages. Parce que ça a l'air qu'il y avait énormément d'otages. Je ne sais pas le chiffre exact, mais de la manière que je comprends les nouvelles et les développements, c'est qu'il faut parler de plusieurs dizaines qui, on le présume, détenus individuellement à différents endroits. Puis le but là-dedans, c'est justement de compliquer la réponse israélienne. De dire... Je prends, mettons, on va dire 80, 100, 200, je ne sais pas le chiffre exact, puis c'est probablement beaucoup plus. Je ne sais pas combien il y avait eu d'otages cette journée précise, combien il en reste en ce moment, mais disons 150. Puis je les distribue à quelque part dans la ville de Montréal. Vas-y, mon homme. Bombarde. C'est ça, tu vas y tuer. Ouais, c'est ça que ça complique en tabarnouche la réponse. Puis là, t'as des familles qui pleurent parce que on a enlevé ton frère, on a enlevé ta sœur, puis de l'autre côté, puis tu veux pas parler, ça fait des semaines, puis... Fait qu'eux autres mettent de la pression aussi à dire, là, vous n'allez pas démolir ça à grandeur, ou au contraire, j'espère que vous allez aller chercher, puis il n'est pas question de faire la paix avec ces fous-là, puis... Fait que là, c'est ça, je veux dire, par provocation militaire. Ils ont comme délibérément choisi de créer un conflit assez grave pour mettre la négociation sur la glace avec l'Arabie Saoudite et avec tout le monde dans la région. Parce que là, ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire là, c'était les derniers. C'était les derniers, l'Arabie Saoudite. Là. Soyons clairs, là. Déjà, sous l'administration Trump, qui étaient les premiers à faire ça. Ça fait des années qu'on a réglé le Moyen-Orient. Tout le monde disait, il n'y a rien à faire. Oublie ça, parce que c'était ça le nœud. Personne ne voulait travailler avec Israël. Personne ne voulait rien savoir d'Israël. Tout le monde disait, non, nous autres, on pas... Non, fuck you. Les peuples arabes. Ouais, exactement. Fait que Trump, à travers les accords d'Abraham et Jared Kushner, son genre, paradoxalement, c'est Jared Kushner qui est arrivé avec une solution pour le Moyen-Orient, a
a été s'asseoir avec individuellement chaque pays. À place de les mettre en groupe, puis dire là, tout le monde, il faut que vous vous entendiez. Puis là, tout le monde disait non, moi, tant que le Maroc, puis tel, ils font pas, on y va pas. Puis ils sont assis individuellement avec chacun. Puis ils ont donné des pots de vin, littéralement, corrompus. Je veux dire, là, Hassan, le roi du Maroc, là, c'est quoi l'histoire, là? Ça, c'est plus Hassan, c'est Mohamed. De dire c'est quoi que tu veux? Au Maroc, il y avait par exemple l'enjeu du Sahara occidental, où là, on disait la moitié du pays sur une carte est pointillée. Toute la moitié sud, qui est le Sahara occidental, qu'il y a comme personne qui reconnaît au Maroc vraiment là, que c'est un gros enjeu contentieux. Il y a 2-3 pays qui le réclament, mais c'est gros, là. C'est gros comme le pays officiel, en fait, là. C'est comme si tu doublais la superficie du Québec, basé sur nous autres, on dit que c'est à nous autres, mais personne ne veut vraiment le reconnaître parce que sinon tout le monde partira en guerre aussi. Les Américains sont allés s'asseoir, on dit, gars, nous autres, on va le reconnaître officiellement, c'est à toi. Ouais. Non seulement on va le reconnaître, on va prendre notre ambassade, puis on va la déplacer dans cette région-là pour lancer un signal à tout le monde que, gars, non seulement les Américains le reconnaissent, on a mis notre ambassade là, puis c'est là maintenant. Là. Si eux autres, ils le font, tout le monde va suivre. Mais ça, c'est en échange de quoi? Ouais. C'est en échange de là, par exemple, vous allez régler le problème avec Israël. Nous autres, on vous fait un cadeau permanent, un cadeau qui va changer la nature du pays à jamais, quelque chose que vous demandez depuis des décennies, vous allez nous donner quelque chose de gros. Et donc, on a obtenu la reconnaissance d'Israël. Et là, soudainement, le Maroc a commencé à avoir des relations avec Israël. On avait déjà quand même un certain nombre de liens avec Israël, puis les Juifs, surtout au Maroc. Mais si tu prends d'autres pays, par exemple le Niger, ou encore l'Égypte, ou encore... Écoute, tu as eu, à travers les accords d'Abraham, on a été voir des adversaires, le Soudan, des adversaires classiques d'Israël. Là, il arrive combien qu'il faudrait? Le Soudan, par exemple, ils ont enlevé de la liste du terrorisme. On dit, on va t'enlever de la liste. Mais t'es-tu prêt à mettre le chum avec Israël? Fait que là, individuellement, ils ont comme enlevé toutes les quilles. À la place, ils habitent tout en même temps. Ils ont tout enlevé les obstacles à la paix dans le Moyen-Orient. Là, c'est gars, là, vous aviez une douzaine de pays, mettons, là, qui étaient à la veille de partir en guerre. Lui, sont tous achetés. Ils sont tous rendus du bord à Israël. Parce que les Américains voulaient sortir, fait qu'ils voulaient comme organiser la table avant de s'en aller. Maintenant, là, on voit l'Arabie Saoudite qui était la dernière, qui était la plus convaincue. Fait que la Hamas voyait ça et était comme « Êtes-vous sérieux? Vrai? Même l'Arabie Saoudite? What? » Et donc là, ils ont senti que la soupe chaude, carrément, puis il fallait agir, il fallait faire quelque chose, il fallait empêcher la concrétisation d'une trajectoire qui était déjà bien en cours, là, qui était la paix au Moyen-Orient. Fait qu'en ce moment, on dirait, ben c'est ça, c'est que s'il avait fallu que l'Arabie Saoudite signe avec Israël, puis que c'est réglé, là, on reconnaît l'État d'Israël. Oublie ça, là, la Palestine, là, un État pour les Palestiniens, oublie ça, là, à Gaza, une autorité centrale, oublie ça. Israël aurait fini par l'englober. C'est qu'à partir du moment où l'Arabie Saoudite, les grands alliés de la Palestine, il faut comme se rallier à la cause d'Israël, puis dire on est chum avec eux autres. Israël n'a plus vraiment de limite à ce qu'elle peut poser comme geste, je peux se comprendre. Si elle avait voulu faire un conflit dans 1 an, dans 2 ans, l'Arabie Saoudite n'aurait pas brisé ses relations avec Israël. Là. Il y aurait comme en termes d'occupation. En termes d'occupation, en termes de colonisation. C'est ça. Tu sais, là, c'est par exemple dans 2 ans. Là. Avec Israël-Palestine, c'est qu'ils en prennent tout le temps plus d'année en année. Ouais, parmi une vingtaine d'enjeux spirituels, religieux, géographiques, idéologiques. Il y a tellement de géopolitique. T'as les Iraniens qui s'envoient là-dedans, le Hezbollah. T'as beaucoup de géopol là-dedans, au-delà des questions de territoire, qui est comme honnêtement, presque un détail, presque une... quand on prend l'ensemble du problème. Là où ce serait très désavantageux, surtout pour le Hamas, comme je te dis, c'est qu'à partir du moment où Israël est chum avec tout le monde, le seul retour de flamme qu'il pouvait y avoir quand elle décidait de coloniser, quand elle décidait d'empiéter sur le territoire, par exemple, à Gaza, ou quand elle décidait de lancer des opérations dans des camps de réfugiés, des affaires de même, qui faisaient c'est que tu avais les Saoudiens, t'avais des Iraniens, t'avais tout le monde qui sortait puis qui lançait des boycotts d'Israël et qui dénonçait aux Nations Unies, et que t'avais Al Jazeera, la chaîne au Qatar, qui te faisait des histoires jour après jour sur les forces d'occupation palestiniennes, israéliennes, etc. Fait que t'avais un peu tout ce retour de flamme qui n'existerait plus. À partir du moment où tout le monde est chum avec Israël puis Palestine est isolée, le peuple palestinien n'a plus d'alliés. Tu fais ce que tu veux avec quelqu'un qui est isolé. C'est pour ça que c'est si compliqué que ça, juste d'avoir la paix là-dedans. Fait que le Hamas, malgré tous les défauts énormes et évidents qu'on pourrait leur donner, assez flagrants, il faut reconnaître que c'était un geste stratégique
brillants. Ce sont des tacticiens excellentissimes. D'avoir vu tout ça, puis d'être vu... Ouais, la seule manière de couper... Il faut qu'on fuck le chien. Il faut pas que l'Arabie Saoudite complète. Comment est-ce qu'on fait? Clairement, s'ils sont forcés à se ranger de notre côté dans le cadre d'un conflit, puis que la réponse israélienne est assez forte, assez scandaleuse, oublie ça, ils pourront jamais normaliser avec Israël. Oublie ça, ils pourront jamais dire c'est rendu nos amis. Donc, on va forcer Israël dans cette position-là. Et... Puis là, qu'est-ce que tu penses justement de la réponse d'Israël? Tu trouves-tu que c'est démesuré? Ou... Évidemment. Maintenant, c'est là qu'on rentre. C'est là qu'on rentre un peu à savoir quand tu vois cette perspective-là, puis ce contexte-là, puis tu comprends qu'Israël a comme été rentré en reculons dans ce conflit-là, parce qu'eux-mêmes, ils auraient préféré que... puis signer tout leur deal avec l'Arabie Saoudite, puis genre, puis se retourner, fini, puis tu comprends? C'est ça qu'ils auraient voulu. Mais là, on est obligé d'attendre, puis ils se sont fait scraper leurs mains en plein milieu. Puis là, ils savent que la volonté du Hamas, c'est que ce conflit-là soit aussi scandaleux que possible pour la communauté internationale. Parce qu'à chaque fois qu'Israël fait des trucs, là, tu vois là, la faveur politique qui était clairement du côté d'Israël au départ, à dire Israël était la victime. Là, c'est rendu la Palestine et Gaza la victime. Puis c'est rendu Israël l'agresseur, de par la nature de la réponse.